En 1830, un jeune missionnaire français arrive à Bangkok. Il est alors confronté à une langue que les Occidentaux jugent impénétrable. Il découvre vite que les tons sont ce qu'il y a de plus difficile. Sans l'oreille juste, il est exposé à faire des contresens absurdes et ridicules. Pourtant, ce même homme, Jean-Baptiste Palgois, va accomplir l'impensable. Il ne va pas seulement apprendre cette langue, il va la disséquer. Il va passer sa vie à bâtir un monument. Le premier grand dictionnaire thaï, latin, français, anglais. Un pont entre deux mondes. Mais aussi devenir l'ami intime et tuteur personnel de l'homme le plus important du royaume, le prince moine Mongkut, le futur roi Rama IV. Pour comprendre son exploit, il faut déjà voir le Siam dans lequel il a mis les pieds. Après plus d'1 an et demi de voyage en bateau depuis la France, l'arrivée de Jean-Baptiste Palgois à Bangkok en 1830 fut humble et son accueil discret. Le jeune prêtre de 25 ans a été accueilli par ses confrères au sein de la petite communauté catholique survivant à peine sur les rives du fleuve Chao Phraya. La ville qu'il découvrait, la nouvelle capitale de Bangkok fondée en 1782, était un labyrinthe d'eau. C'était la Venise de l'Est, dans son sens le plus littéral. La vie ne s'organisait pas autour des rues, mais des klongs, les canaux. Les marchés étaient flottants, les maisons étaient sur pilotis, et le fleuve était l'artère de la vie, du commerce et de la politique. Mais si la ville était ouverte sur l'eau, le royaume, lui, était fermé. Palgois n'est pas arrivé dans le Siam ouvert et francophile du roi Mongkut, mais sous le règne de son prédécesseur, Rama III. C'était un monarque conservateur, régnant sur un royaume profondément méfiant vis-à-vis de l'Occident. Pour Palgois, cela signifiait que son statut de missionnaire était au mieux précaire. Les étrangers et les chrétiens étaient tolérés, mais étroitement surveillés, constamment soupçonnés d'être l'avant-garde du colonialisme. Culturellement, le Siam de Rama III vivait un âge d'or bouddhiste. Le roi, extrêmement pieux, avait utilisé l'immense richesse du royaume tirée du commerce florissant avec la Chine pour financer une vague massive de construction et de restauration de temples. C'est d'ailleurs à cette époque que le Wat Po, le temple du Bouddha couché, fut reconstruit et devint la première université du pays. C'est donc dans ce royaume fermé, conservateur, méfiant et au sommet de sa ferveur bouddhiste que Palgois a posé le pied. Isolé dans sa petite communauté, il n'avait d'autre choix que de se jeter corps et âme dans sa première et unique mission immédiate, l'étude intensive de la langue. Quand Jean-Baptiste Palgois prend ses fonctions à la paroisse qu'on lui attribue, la situation est critique. L'église a été détruite pendant la prise d'Ayutthaya 50 ans plus tôt, et il ne reste plus que, selon lui, un hangar bas et humide, un véritable repère de serpents. Il n'a pas le choix. Il doit bâtir, physiquement. Il doit reconstruire une église en dur, brique après brique, sous la chaleur tropicale. Et c'est là, les mains dans le mortier, qu'il a une révélation linguistique. Il réalise que la langue thaï fonctionne exactement comme le mur qu'il est en train de monter. Lui qui a été formé au latin avec ses conjugaisons et déclinaisons complexes, il découvre ici une langue sans ciment. Mais il était seul ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Mais bon, ça va, j'ai pas encore accordé, alors. En thaï, les mots sont comme ces briques cuites que Palgois empile. Ils sont invariables, ils ne changent jamais de forme. Prenez un verbe vital, le verbe manger, gin. En français, le verbe est une pâte molle qu'on doit pétrir. Je mange, nous mangeons, ils mangèrent. On change la fin du mot à chaque personne. En thaï, la brique gin reste intacte. Pas de conjugaison, pas de genre masculin-féminin, pas d'article 1-1, pas de pluriel, pas d'accord, et souvent, comme le contexte est roi, on enlève même le sujet. C'est brut, c'est solide. Palgois comprend que pour parler cette langue, pas besoin d'être un architecte sophistiqué qui sculpte des fioritures, il doit être un maçon efficace. Il pose le verbe et ça tient. Une fois les murs de son église debout, Palgois se tourne vers l'extérieur. Il doit comprendre ce monde sonore qui l'entoure. Il écrit à propos du siamois. Elle est l'une des 3 langues chantantes qui soient connues dans l'univers. On pourrait dire que la langue thaï en renferme 3, à savoir la langue vulgaire, la langue relevée et la langue sacrée. Pour l'instant, sur les marchés flottants, Palgois laisse de côté la langue sacrée. Il se concentre sur la langue vulgaire, celle du peuple. Et là, son esprit de français, habitué à la logique latine, s'attend à une gymnastique pénible. Dans le latin classique, que Palgois lit et écrit au quotidien, le verbe est souvent rejeté tout à la fin de la phrase. C'est une structure sujet, objet, verbe. Pour un Français, c'est une tension constante pour l'esprit, car il faut retenir toute la phrase et attendre la fin pour en comprendre le sens. Mais en écoutant les siamois, Palgois est soulagé. Le thaï partage l'ADN logique du français moderne. Sujet, verbe, objet. Si Palgois veut dire « je vais au marché », il n'a pas à inverser sa pensée comme en latin. Il dit « prom paitalat », moi, aller, marcher. L'ordre des mots coule de source. Mais c'est surtout sur les adjectifs que nous avons un avantage cognitif majeur sur les anglophones.
Le cerveau français et le cerveau thaï rangent le monde dans le même ordre. D'abord l'objet, puis sa caractéristique. Imaginez Palgois qui commande à manger, s'il veut du poulet grillé. La logique française, c'est l'animal poulet, la cuisson grillée. En thaï, gai yang. S'il veut du riz gluant, la céréale, le riz, puis la texture gluant. En thaï, krao niao. Ou encore de l'eau chaude, d'abord le liquide, l'eau, et puis la température chaude. En thaï, nam, ron. Mais le missionnaire anglais à côté de lui, eh bien, il est obligé de penser à l'envers. Parce qu'il ne pense pas poulet grillé, il pense grilled chicken, sticky rice, hot water. C'est un obstacle mental constant pour eux, mais nous, comme les Thaïlandais, nous suivons le fil naturel de la pensée. On pose l'objet, puis on le détaille. C'est pour ça que la phrase thaï est beaucoup plus intuitive pour les francophones. Palgois se rend donc compte qu'à son grand soulagement, pour parler la langue du peuple, une simple traduction mot à mot peut suffire. Pour comprendre votre avantage, il faut revenir sur une amitié décisive. Palgois tisse un lien unique avec un personnage fascinant, le prince Monggut. Il faut situer cet homme. En 1830, Monggut est l'héritier légitime du trône, mais il a été écarté du pouvoir par son demi-frère. Pour survivre aux intrigues du palais, il a fait un choix radical. Il est devenu moine, et pendant 27 ans, il vit reclus au temple et va devenir l'intellectuel le plus redoutable du royaume. Mais comment un évêque catholique devient-il l'ami intime d'un prince bouddhiste ? Eh bien, par le hasard de la géographie. Dans les années 1830, Palgois réside à l'église de l'Immaculée Conception. Juste à côté, le prince Monggut réside au temple de Wat Samurai. Ils sont voisins de fleuve. La curiosité l'emporte sur le protocole. Le prince, avide de sciences occidentales, invite le prêtre. Palgois, avide de langue siamoise, accepte. Il brise les barrières religieuses pour former un duo intellectuel unique. C'est donc cet érudit expert en langue qui reçoit Palgois. Palgois raconte qu'un jour, alors qu'il était invité au temple, le prince s'est mis à critiquer violemment les missionnaires américains qui arrivaient au Siam. Il exprime son mépris pour ces gens qui, je cite, inondent le pays de brochures et de pamphlets tronqués de la Bible. Pour le prince lettré, leurs textes écrits sont une bouillie littéraire mal traduite, indigne de la subtilité des textes sacrés chrétiens et de la langue thaï. Mais le désastre pour les Américains n'est pas seulement à l'écrit. Quand ils posent leurs livres pour essayer de prêcher, ils se heurtent à un deuxième mur, la phonétique. Et c'est là que l'avantage français devient flagrant. Le thaï possède des voyelles dites fermées ou antérieures que la bouche anglo-saxonne ne sait physiologiquement pas produire. Ce sont des sons vitaux comme le U, comme dans Sara ou bien le E, comme dans Sara On les trouve dans des mots essentiels comme Meang, la ville, le pays, Nung, le chiffre 1, ou encore Me, la main. Un Américain dont la langue ne possède pas ces sons va instinctivement les transformer en OU. Il dira Muang, Nung, Mu. C'est juste faux et pour une oreille thaï, c'est souvent incompréhensible. Mais vous avez une arme secrète naturelle. Le son U en thaï est assez proche de notre U en français. Et le son E est assez proche de notre E, comme dans deux ou feu. Palgois n'a pas eu à tordre son oreille. Il a transcrit le thaï avec une justesse que les Américains jalousaient, simplement en utilisant l'alphabet phonétique naturel du français. Un exemple historique intéressant, c'est le cas du docteur Dan Beach Bradley. C'est un génie technique. Il a introduit l'imprimerie, créé le premier journal de Thaïlande, le Bangkok Recorder. Il fait aussi partie des missionnaires américains qui ont introduit la vaccination contre la variole au Siam. Mais religieusement, un naufrage absolu. Palgois note avec malice qu'en 27 ans, malgré des dépenses colossales pour inonder le pays de Bible, les Américains n'ont obtenu que 27 conversions, essentiellement leurs propres domestiques. Il note d'ailleurs que les Thaïlandais refusaient de les appeler pra, qui signifie prêtre ou moine, et les appelaient plutôt ma, ce qui signifie docteur ou expert. De plus, les missionnaires américains arrivaient avec femmes et enfants, car leur église exigeait le mariage. Et pour les Thaïlandais de l'époque, un moine marié, c'était une aberration totale. La leçon est claire, la technologie ne remplace pas la prononciation, et notre bouche de locuteur français est un atout physique réel pour la prononciation du thaï. Pour Palgois, en 1830, parler thaï n'est pas seulement un exercice de traduction, c'est un exercice de survie dans une matrice sociale impitoyable. Le Siam de l'époque est régi par un système unique au monde, le Sakdina. C'est un système fascinant. Chaque être humain dans le royaume, du mendiant au prince, se voyait attribuer un nombre précis,
correspondant théoriquement à la surface de terre qu'il valait. C'est un score social officiel. Un esclave valait 5, un roturier valait 20, un moine érudit valait 600, un grand ministre valait 10 000, jusqu'au vice-roi qui valait 100 000. La langue était dictée par ce score. On ne parle pas à une personne, on parle à son numéro. Il n'existait pas de mots neutres comme je ou tu. Le pronom que Palgois devait utiliser changeait radicalement selon l'écart de points entre lui et son interlocuteur. Utiliser un pronom égalitaire avec un noble à 10 000 points n'était pas une erreur de grammaire, c'était un crime de lèse-majesté. Physiquement, la règle était absolue. La tête de celui qui a le petit score ne doit jamais être plus haute que celle du gros score. On parlait à genoux, le front contre terre. C'est pour cela que si Palgois revenait aujourd'hui, il pousserait un soupir de soulagement en entendant nos simples crap et cra, car l'histoire a balayé cette arithmétique féodale, mais elle a laissé une trace. Ce que Palgois entendait à l'époque, c'était l'étymologie brutale de ces mots modernes. Quand un homme inférieur s'adressait à un supérieur, il ne disait pas crap, il disait crap, littéralement je demande à recevoir, sous-entendu vos ordres sur ma tête. Quant au kra pour les femmes, il vient en réalité de Zhao kra, Zhao qui signifie seigneur ou maître, et kra qui signifie moi, serviteur. Avec le temps, la société est devenue moins hiérarchique, la langue s'est érodée, la vitesse de la parole a poli ses mots. La soumission féodale a disparu pour ne laisser que la civilité. Krap est devenu krap. Zhao kra est devenu kra. Et c'est ici que nous, francophones, avons une arme secrète pour comprendre leur utilisation moderne. Une arme que les anglo-saxons n'ont pas. Pour un américain ou un anglais, l'utilisation de crap et kra est un casse-tête conceptuel. Pourquoi ? Parce que leur langue est plate. Leur you est universel. Ils disent you à leur chien, à leur femme et à leur patron. Ils n'ont pas de marqueur grammatical intégré pour la distance sociale. Résultat, ils oublient souvent la particule ou l'utilisent mal car ils ne sentent pas le besoin de marquer le respect. Pour nous, c'est beaucoup plus instinctif. Crap et cra, c'est l'équivalent fonctionnel de notre vouvoiement. En fait, comme au vouvoiement, vous créez cette distance respectueuse nécessaire. Enlever le crap avec un ami proche, c'est comme passer au tutoiement. La dernière raison qui rend le thaï accessible ne relève pas de la grammaire, mais de l'histoire. Palgois et le prince Mongkut passaient de longues heures à échanger leur savoir. Le prince enseignait le pali, la langue sacrée du bouddhisme, et l'évêque enseignait le latin et les sciences occidentales. C'est lors d'une de ces sessions d'étymologie comparée que Mongkut, en pointant ses livres sacrés, fait une observation factuelle. Les deux langues partagent des racines. Ce n'est pas de la magie, c'est de la linguistique. Le pali et le sanskrit, qui forment le vocabulaire soutenu du thaï, sont des langues cousines du latin, l'ancêtre du français. Elles descendent toutes de la même souche, l'indo-européen. Concrètement, ça signifie que quand vous apprenez le vocabulaire thaï formel, vous apprenez des mots qui ont potentiellement la même origine que le français. Prenez par exemple les chiffres. Pour dire 2, en latin duo, le thaï savant, par exemple pour compter les marqueurs de ton, utilise tro. Pour dire 3, en latin tres, le thaï utilise tri. Plus surprenant, le chiffre 7, en latin septem, ressemble fortement au mot sabda, qui signifie une semaine de 7 jours. Ces mots partagent la même racine. Et ça va plus loin que les mathématiques, ça touche au cœur même de la mission de Palgois. Imaginez cet évêque, chaque matin, récitant le Notre Père. Dans sa langue liturgique, le latin, il commence « Pater Noster ». Quand il a fallu traduire cette prière pour les nouveaux chrétiens siamois, il n'a pas utilisé le mot familier pour papa, pro. Il a dû chercher le mot le plus noble, le plus élevé. Il a choisi le mot sanskrit, bida. La prière commence ainsi en thaï. Kra te pra bida. Regardez bien ces deux mots. Pater, bida. C'est la même racine. En traduisant vers une langue étrangère lointaine, Palgois a retrouvé une cousine éloignée. Et ça marche pour toute la famille. Pour mère, le latin dit mater. Le thaï formel dit manda. Et pour frère, le latin dit frater. Le thaï dit pradon. Un autre exemple, c'est la science. Le verbe latin videre, voir, à donner, vision et vidéo ou bien évident en français. La racine sanscrite wit, savoir, à donner wittaya en thaï, ça signifie science, et vous le retrouvez par exemple dans le mot Mahavidyalaya, université. Il y a même un exemple troublant tellement il est proche dans de nombreuses langues.
le mot pour dire le nom de quelqu'un. En latin, nomen. En sanskrit, naaman. En thaï, naam. C'est le mot formel que vous verrez par exemple sur les formulaires administratifs. C'est quasiment du copier-coller à travers les millénaires. Vous voyez le paradoxe? On imagine souvent le thaï comme une langue extraterrestre, totalement décorrélée de la nôtre. Mais la réalité, c'est que dès que vous élevez le niveau de langage, ou que vous touchez au vocabulaire du savant ou du sacré, vous ne partez plus vers l'inconnu. Vous revenez vers vos racines. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux racines anciennes. La France a laissé une empreinte beaucoup plus directe et récente sur la langue thaï. Au tournant du XXe siècle, lors de la modernisation du Siam, notamment sous Rama V, le thaï a emprunté massivement des concepts occidentaux. Et souvent, c'est le mot français qui a été choisi. Pour vous, c'est du vocabulaire gratuit. Déjà, la Thaïlande utilise le système métrique, adopté sous influence française. Ici, on ne parle pas en pouces ou en miles. On dit mètre pour les mètres, litre pour les litres, ou bien gramme et kilogramme. D'autres mots qui viennent de cette époque sont par exemple chauffeur, coupon ou bien rouge. La gastronomie n'est pas en reste. Le matin, vous pouvez boire un café avec un croissant. Le soir, aller au buffet. En thaï, ça signifie à volonté. Et enfin, l'héritage le plus surprenant, si vous vous promenez dans un parc de province en fin d'après-midi, vous verrez des Thaïlandais jouer passionnément à un sport qu'ils appellent pétanque. Oui, la pétanque. Et la Thaïlande ne fait pas que jouer, elle domine. L'équipe nationale thaïlandaise rafle régulièrement les médailles d'or aux championnats du monde, battant parfois les Français à leur propre jeu. Ciseaux, il y en a 5. Oh là 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 là. Il y en a 5. Énorme. La preuve ultime que Palgois avait percé le code de cette civilisation arrive le 15 mai 1851. Son ami, le prince Mongkut, quitte la robe de moine pour monter sur le trône sous le nom de Rama IV. Lors du sacre, les étrangers sont généralement tenus à l'écart. Mais Palgois est invité. Il est aux premières loges pour voir la procession des éléphants blancs. Le nouveau roi lui témoigne une estime publique, validant non seulement l'homme d'église, mais surtout l'homme qui a su comprendre et parler, mieux que quiconque, la langue du Siam. Fort de ce soutien royal, Palgois rentre brièvement en France pour publier l'œuvre de sa vie. En 1854, l'imprimerie impériale de Napoléon III sort un monstre de 900 pages, le Dictionarium Linguae Thai. C'est une prouesse technique, c'est la première fois qu'on fond des caractères typographiques thaï à Paris. Le livre est quadrilingue, thaï, latin, français, anglais. C'est ce livre qui a servi de base à tous les dictionnaires modernes. Quand aujourd'hui vous ouvrez une application pour traduire un mot, il y a un peu de l'ADN de Palgois et de Mongkut dans le code. Et voilà, j'espère que cette vidéo au format un peu différent vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide beaucoup à faire découvrir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.